Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Remise d'équipements, de matériel et de manuels didactiques aux proviseurs des lycées techniques ce jeudi. Une cérémonie présidée par le ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. La mairie d'Abomey-Calavi a récompensé les meilleurs élèves aux examens nationaux de la commune. C'est à travers la deuxième édition de la journée de l'excellence qui a eu lieu hier. Et puis en Tunisie, l'opposition monte au créneau suite à la promulgation des dispositions renforçant les prérogatives du président. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle a doté hier les proviseurs des lycées techniques de nouveaux équipements, matériels et manuels didactiques. Un geste qui vise à améliorer la qualité des enseignements. Frédéric Espoir, Oumambou pour le compte rendu. Cette cérémonie a réuni partenaires techniques, financiers et sociaux, responsables et cadres à divers niveaux du ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et en prenant la parole, le ministre Yves Tchabi-Kouaro a situé le cadre de cette remise d'équipements matériels et manuels didactiques. Il a été adopté en Conseil des ministres la stratégie nationale de ce sous-secteur, dont l'objectif est de mettre en place un système efficace, plus attractif et compétitif. Ainsi, l'un des objectifs de cette stratégie est la mise à niveau des infrastructures et des équipements des établissements de l'ETFP. C'est dans ce sens que s'inscrit la réception de ce jour. C'est le proviseur du lycée technique de Kondéou qui a parlé au nom de ses pairs bénéficiaires. Il pense que bientôt, les centres nationaux d'éducation technique seront à même de mieux satisfaire les attentes des parents qui envoient leurs enfants. En temps normal, nous devons avoir aucune excuse à ne pas pouvoir satisfaire leurs attentes. Mais la réalité est là, que l'enseignement technique, à tort ou à raison, a été longtemps le parent pauvre du système éducatif. Mais Dieu merci, depuis un moment, il a commencé par attirer l'attention de nos dirigeants. Nous profitons de cette tribune pour saluer la réforme initiée par le gouvernement, puisqu'elle est porteuse d'espoir d'un lendemain meilleur pour le FTP. Excellence, Monsieur le ministre, par ce geste ce soir, vous avez commencé par avancer le pas vers la terre promise. Nous vous en remercions. Le présent lot de matériel et d'équipements didactiques aidera les spécialités froid et climatisation, mais aussi la spécialité eau et assainissement. Quant aux documents pédagogiques, ils concernent l'apprentissage dual dans les métiers de plomberie, carrelage et maçonnerie. À Abomey-Calavi, le conseil communal a célébré les meilleurs élèves aux examens nationaux de la commune. La cérémonie marquant la deuxième édition de cet événement s'est déroulée ce jeudi à la mairie d'Abomey-Calavi en présence du maire Angelo Évariste Arwandinou. Juste Defodi pour le point. Prôner et pérenniser l'excellence chez les apprenants de la commune d'Abomey-Calavi, tel est le principal objectif du maire Angelo Évariste Arwandinou. Cette cérémonie célèbre le mérite des meilleurs aux différents examens de CEP, BEPC, CAP et BAC. Le choix de ces lauréats est subordonné à des critères bien définis. Sont primés les 3 premiers de la commune d'Abomey-Calavi au CEP 2021, public et privé confondus. Ensuite, l'accent est mis sur le premier des établissements publics et le premier des établissements privés. Pour le BEPC, c'est la même chose. Pour le CAP, c'est la même chose. Pour le BAC, le premier d'Abomey-Calavi pour chaque série. Et ensuite, le premier du public et le premier du privé.
Une journée d'excellence qui doit susciter chez l'ensemble des élèves la prise au sérieux de leurs études à travers la persévérance dans le travail bien fait. Le travail à tous les niveaux. Ceci me rappelle l'une des meilleures citations que j'aimais quand j'étais écolier. Il faut aimer le travail. J'aime le travail. Et je travaillerai parce que le travail est un devoir pour tous. L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. Si la terre n'était pas travaillée, elle ne produirait rien. De même, si mon intelligence n'était pas cultivée par le vide, elle resterait stérile. Si je découvre en moi un penchant à la paresse, j'aurais honte d'y céder. Car celui qui ne veut rien faire est souvent tenté de mal faire. Tour à tour, les autorités à divers niveaux des 3 ordres d'enseignement ont félicité les lauréats et les ont exhortés à garder le cap. Au nom de tous les lauréats, Fréjus Josué Godémé, premier du Bénin au bac 2021, a exprimé toute leur gratitude. Nous sommes tous animés ici d'une joie immense pour cette promotion de l'excellence qui a été fait à notre égard. La palme de l'excellence a été également décernée aux différents éducateurs et enseignants de ces lauréats, ceci à travers la distinction de leurs différents établissements. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi où l'affaire 39 États a connu son épilogue mardi dernier. Au thème de plusieurs audiences, l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés impliqués dans l'affaire ont été fixés sur le sort. Il a notamment écopé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 millions d'amende. Quelques citoyens de la commune donnent leur avis sur cette décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Moi, je ne suis pas juge. Aujourd'hui, on a eu donc notre délibéré. Et le maire, l'ancien maire, bien sûr, Bada Georges, a été condamné à 6 ans de prison. Son adjoint également. Je pense que nous ne pouvons que remercier l'Éternel qu'on ait au moins cet aboutissement. Parce que rester en prison sans qu'on ait vraiment de délibéré, cela ne marche pas. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits qu'aujourd'hui, la juridiction s'est prononcée. Et ils savent chacun d'eux le sort qui leur est revenu. Et de façon globale, nous avons de sérieux problèmes d'affaires domaniales à Abomey-Calavi. Donc je ne maîtrise pas, c'est pourquoi les hommes de la justice ont rendu de tels verdicts. Mais ce qui me fait mal, dans les audiences antérieures, on aurait appris que le maire Bada a dit qu'il a exécuté des ordres hiérarchiques. Donc je suis étonné que la hiérarchie soit tranquille pour que lui, il aille croupi en prison pendant 6 ans. C'est une bonne chose si les honorables députés de Porto-Novo arrivent à lever l'immunité pour qu'ils puissent répondre. Parce que dans les dernières déclarations, on aurait appris qu'il y a des conventions de vente qui l'incriminent directement. Il peut répondre, il est l'autorité, il était le ministre de la décentralisation, peut-être il maîtrise mieux. Depuis des lustres, la mafia foncière a été un véritable handicap au développement de la commune d'Abomey-Calavi et a causé aussi beaucoup de préjudices aux citoyens. Et c'est désolant de constater que c'est les autorités, ceux qu'on choisit pour nous diriger, c'est eux qui sont à la manœuvre. Et aujourd'hui, avec ce verdict, la justice nous donne l'assurance que en tout cas, que tout finit par se savoir et que peu importe la position que vous occupez aujourd'hui, que ce soit ministre, député, maire, c'est que lorsque vous avez eu à gérer les affaires publiques et que à un certain moment on constate qu'il y a une certaine irrégularité, vous allez rendre gorge. L'actualité hors de nos frontières, à présent en Tunisie, l'opposition monte au créneau après le renfort des pouvoirs présidentiels. C'est ce qui ressort de la sortie hier soir du leader du parti islamiste Ennahda, une réaction suite à la promulgation mercredi par le président Kais Saied des dispositions renforçant ses prérogatives.
La crise que traverse la Tunisie ne justifie pas un coup d'État contre la démocratie. Elle justifie un dialogue national, des réformes. La situation aujourd'hui est plus dangereuse qu'avant le 25 juillet. C'est le peuple tunisien qui a fait cette constitution démocratique de 2014. La constitution a été élaborée par toutes les forces démocratiques et elle a été adoptée par plus de 90% des élus au Parlement, islamistes et non islamistes. Nous tenons à cette constitution et nous nous battrons avec tous les autres partis qui l'ont approuvée afin qu'elle soit respectée. La campagne pour les élections fédérales en Allemagne touche à sa fin. Troisième et dernier débat télévisé hier soir entre les dirigeants des 7 grands partis en lice. Un scrutin pour désigner une nouvelle coalition gouvernementale ainsi que le futur chancelier. Le Liban est exsangue et le départ de son personnel médical aggrave la situation. Le pays est plongé dans une crise politique et économique depuis plus de 2 ans et 78% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Pour échapper à cette précarité, de plus en plus de soignants quittent le pays à la recherche de meilleures conditions de travail. Nous avons une pénurie d'infirmières depuis 6 mois. Près de 46% d'entre elles ont quitté le Liban et sont allées dans les pays arabes, en France ou en Belgique pour améliorer leur vie et celle de leur famille. Les 54% restés au Liban sont à la recherche d'un emploi qui puisse les rémunérer correctement et leur assurer une vie digne. Certains d'entre eux vivent avec leur famille dans leur ville d'origine afin de ne pas avoir à dépenser pour déménager. Un départ des médecins qui inquiète. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Selon l'institution internationale, le système de santé au Liban risque de s'effondrer. La crise complexe actuelle a fortement impacté le système de santé au Liban. Elle a réduit la disponibilité, le caractère abordable, l'accessibilité et la qualité des soins de santé en général et menace la durabilité et la résilience du système de santé. En raison de la grave crise financière et énergétique, la plupart des hôpitaux fonctionnent actuellement à 50% de leur capacité. Seules les interventions hospitalières vitales sont prioritaires. Au manque de place dans les hôpitaux vient s'ajouter une pénurie de médicaments, y compris d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, introuvables dans les pharmacies. La sonnerie du seul numéro vert de prévention contre le suicide ne cesse de retentir. Le nombre d'appels de détresse a plus que doublé en 1 an. Le 4 août 2020, une explosion dans le port de Beyrouth ravagea une partie de la capitale. Depuis, les causes d'angoisse pour les Libanais n'ont cessé de croître. Paris est la première destination étrangère pour le nouveau Premier ministre libanais. Il va rencontrer dans la mi-journée avec Emmanuel Macron, très impliqué dans le dossier libanais depuis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020. Une visite de travail pour établir une feuille de route afin de sortir le Liban de la crise. L'après-Merkel peine à se profiler. Et à 2 jours des élections fédérales allemandes, le mystère reste entier. Qui succédera à Angela Merkel, en poste depuis 2005. Le 3e et dernier débat télévisé entre les dirigeants des grands partis n'aura pas apporté d'indice. Les 2 favoris, le social-démocrate Olaf Scholz, crédité de 25% des intentions de vote, et le chrétien-démocrate Armin Laschet, qui le talonne avec 23% des voix dans les sondages, n'ont pas su tirer leur épingle du jeu. Si cette nouvelle joute télévisée n'a pas été des plus constructives, les candidats ont pu éclaircir leur position sur leurs futures orientations diplomatiques, avec au cœur des discussions l'intention de renforcer la souveraineté européenne. Pour le conservateur Armin Laschet, successeur d'Angela Merkel au sein du parti de la CDU, l'Allemagne doit être une locomotive au sein de l'Europe. Toute l'Europe regarde à quoi ressemblera le nouveau gouvernement allemand, car l'Allemagne est toujours un État important en Europe, qui maintient l'unité de l'Europe grâce à sa puissance économique, et qui est en même temps une puissance politique vers laquelle beaucoup de gens se tournent. Et c'est pourquoi je crois que nous avons besoin d'une Europe souveraine et plus forte, surtout en matière de politique étrangère et de sécurité. Une position partagée par son principal adversaire, Olaf Scholz.
L'actuel vice-chancelier s'est d'ailleurs exprimé sur la position de l'UE dans l'OTAN, tout en apportant son soutien à la France dans la crise des sous-marins. De mon point de vue, il est donc très important que nous disions toujours « il y a quelques principes qui sont importants pour nous, dont une Union européenne forte, parce que sinon nous ne jouerions pas de rôle ». Mais cela inclut également la coopération avec les États-Unis, surtout lorsqu'elle devient aussi critique qu'aujourd'hui. Et bien sûr, cela inclut également la coopération au sein de l'OTAN. Des propos également au centre du discours d'Anna-Lena Baerbock, la candidate écologique, dont le rôle d'arbitre aux élections sera crucial. Je voudrais faire en sorte que nous parvenions à une politique européenne commune concernant la Chine, que nous ne soyons pas montés les uns contre les autres, afin que dans la compétition entre ces systèmes, nous fassions clairement comprendre que nous sommes l'Europe. Nous avons notre propre souveraineté stratégique et cela signifie ouvrir enfin un nouveau chapitre de la politique étrangère européenne et des droits de l'homme. Si l'Europe a été au cœur des discussions, la politique migratoire n'a pas été abordée. Pourtant, avec la crise afghane, c'est un dossier brûlant qui divise au sein de l'Union européenne. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur la campagne dans le cadre des élections fédérales en Allemagne. Outre la crise des sous-marins, une autre crise pour les États-Unis, celle des dizaines de milliers de migrants bloqués à la frontière avec le Mexique au lendemain de la démission de l'émissaire américain en Haïti qui dénonce les expulsions humaines. La Maison-Blanche campe sur ses positions. Sur l'île privée de président, le chaos s'installe un peu plus chaque jour, poussant de nombreux Haïtiens à fuir. Une situation critique qu'a pu observer depuis 2 mois l'envoyé spécial des États-Unis. Depuis Port-au-Prince, il s'indigne contre la politique migratoire de Joe Biden et dénonce les expulsions inhumaines de migrants haïtiens à la frontière mexicaine. En signe de protestation, il a annoncé jeudi sa démission dans une lettre cinglante. Je ne m'associerai pas à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux en Haïti, un pays où nos fonctionnaires sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés contrôlant la vie quotidienne. Notre approche politique en Haïti reste profondément défectueuse et mes recommandations ont été ignorées et rejetées quand elles n'ont pas été modifiées. Daniel Foote avait été nommé fin juillet après l'assassinat du président Jovenel Moïse, avec pour objectif faciliter la paix et la stabilité dans le pays et assurer la tenue d'élections libres et justes. Dans sa lettre, l'émissaire condamne au passage l'ingérence des États-Unis dans la politique haïtienne et récemment leur soutien renouvelé à l'actuel Premier ministre haïtien par intérim, Ariel Henry. L'arrogance qui nous fait croire que nous devrions désigner encore le vainqueur est impressionnante. Ce cycle d'intervention politique internationale a systématiquement produit des résultats catastrophiques. Un cri du cœur resté largement ignoré, voire balayé par l'administration Biden. L'envoyé spécial Foote a eu amplement l'occasion de soulever la question de l'immigration pendant son mandat. Il ne l'a jamais fait, ce n'était pas de son ressort. Son rôle était bien sûr d'être l'envoyé spécial sur le terrain. Ses positions et ses points de vue ont été mis en avant, ils ont été appréciés, ils ont été entendus. Nous trouvons ces images terribles et horribles. Il y a une enquête que le président soutient, bien entendu, supervisée par le ministère de la Sécurité intérieure et dont il a promis qu'elle serait rapide. Je peux également vous dire que le secrétaire américain à la Sécurité intérieure a également fait savoir aux défenseurs des droits civiques plus tôt ce matin qu'il n'y aurait plus de chevaux à Del Rio, ce qui est un changement de politique pour y répondre. La condition de Daniel Foote pour accepter le poste d'envoyé spécial à l'époque que Washington ne répète pas les mêmes erreurs en Haïti. Les États-Unis sont l'une des principales puissances susceptibles d'exercer une influence sur Haïti, pays qu'ils ont occupé militairement pendant 19 ans, de 1915 à 1934. Mais le président Joe Biden a exclu tout envoi de militaires, ce malgré la demande en ce sens du gouvernement haïtien qui souhaitait des troupes pour sécuriser le pays. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention.